Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron a promis hier une réforme de l'espace Schengen avec un pilotage plus politique, des réunions régulières des ministres de l'Intérieur et puis la possibilité d'envoyer des renforts d'urgence aux frontières extérieures de la zone Schengen en cas de crise. Alors vous qui proposiez pendant la campagne des primaires à droite un Schengen 2, est-ce que cette annonce va dans le bon sens ? Je ne sais pas réellement ce qu'il y a dans la proposition d'Emmanuel Macron. Moi, je constate qu'il y a un péché originel dans Schengen, c'est que les pays Schengen n'ont pas la même politique migratoire. À partir du moment où ils n'ont pas la même politique migratoire, je ne vois pas comment le système peut être vraiment efficace. Donc je pense que le sujet est là, avoir une même politique migratoire. Donc on ne va pas assez loin dans cette proposition ? Oui, probablement. D'ailleurs, il faut bien vous dire que la présidence française, c'est 6 mois dans le cadre d'une présidence qui est une présidence d'animation. Donc on en fait un outil extraordinaire en disant nous allons diriger le monde. En tout cas, c'est comme ça que c'est montré. Ce n'était pas du tout le cas. Je trouvais que le président a un peu survendu cette présidence hier dans sa conférence de presse. Tout le monde voit qu'il veut utiliser cette présidence comme un outil électoral, avec un défilé sur les Champs-Élysées tous les jours en disant on est formidable, nous sommes les maîtres de l'Europe. Ce n'est pas ça une présidence tournante. Une présidence tournante, ça s'inscrit dans un calendrier avec une présidence qui a précédé, une présidence qui va suivre, un agenda législatif qui est déjà commencé. En fait, on est très contraint. Pendant cette même conférence de presse, le président n'a pas voulu dire s'il se représenterait. Pour le moment, face à la crise sanitaire notamment, il est important que nos institutions continuent à fonctionner. C'est comme ça qu'il s'est justifié. Est-ce que c'est un argument que vous entendez ? Alors, oui, il a raison de dire qu'il est président jusqu'au dernier jour et il faut qu'il exerce cette présidence. Un pays comme la France ne peut pas se permettre de s'arrêter durant 6 mois à la fin du mandat. La vraie question qu'il n'a pas posée, c'est pourquoi a-t-il persisté dans cette idée que la France doit exercer cette présidence à ce moment-là précis de notre vie politique. Cette présidence de l'Union européenne qu'on aurait pu échanger avec d'autres pays. Présidence du Conseil des ministres, attention, parce que là, il y a une présidence fixe qui est menée par M. Michel. Donc, moi, je crains que ça soit ces 6 mois un peu perdus. En plus, comme vous le savez, la présidence est à cheval. Ça signifie que le jour où le nouveau ou la nouvelle présidente de la République sera élue, eh bien, vous aurez encore un bout de quelques semaines de présidence. Je crains que ça soit une occasion perdue pour la France, c'est un peu dommage. Alors, ça étant qu'Emmanuel Macron se représente, c'est un secret de polichinelle. Ça changerait quelque chose qu'il le dise officiellement maintenant ? Vous le demandez ? Moi, je pense que la transparence serait mieux, parce qu'effectivement, on voit que ces équipes se mettent en place, que toute l'action politique est tournée vers la préparation d'une présidence, par exemple la distribution de chèques à gogo depuis maintenant quelques mois. On voit bien qu'on est dans de la candidature. Donc nous avons un candidat, nous l'avons dit. La gauche a un candidat avec difficulté, mais un candidat. Les écolos aussi. Madame Le Pen, oui, il faut qu'ils le disent. On ne peut pas dire la vie politique c'est de la transparence, mais soi-même se cacher derrière des impératifs de gestion. On peut être président et candidat en même temps, heureusement, c'est la vie démocratique qui le disent. Le chef de l'État, en revanche, fait plusieurs allusions à Éric Zemmour. Il faut respecter la dignité de chaque Français, car c'est respecter la dignité de notre nation. Exemple de ces déclarations. On a beaucoup dit ces derniers mois qu'Emmanuel Macron espérait un duel avec Marine Le Pen. Vous avez l'impression qu'il est en train de se choisir un nouvel adversaire ? Non, mais d'abord, ce qu'il dit, c'est évident. Je ne vais pas dire des banalités, ça serait très désagréable à son encontre. Mais c'est évident qu'il faut respecter la dignité de chacun. La question, c'est qu'on voit bien qu'il a préféré se choisir des ennemis. Il a intérêt à ce que Marine Le Pen soit très forte pour être au second tour. Avec elle, c'est plus facile. Et c'est vrai que l'arrivée d'Éric Zemmour dans le débat fragilise un peu son calcul. Et il a fait un premier hold-up tout à fait démocratique. D'ailleurs, il y a quelques années, on se souvient avec l'affaire Fillon. Cette fois-ci, il s'aperçoit qu'il y a 2 candidats à l'extrême droite. Évidemment, ça fragilise l'hypothèse parce que 2 candidats à l'extrême droite, c'est moins de chances qu'il y en ait un face à lui. Donc, il va falloir qu'il compte sur autre chose qu'un coup politique, un coup de com' pour être élu, et c'est ça le fragilise. Depuis son investiture, Valérie Pécresse enregistre une forte hausse dans les sondages. Vous ne boudez pas votre plaisir ou alors vous restez prudent puisqu'on est encore à 4 mois du premier tour ? Mais les deux. C'est-à-dire qu'il est logique, je crois, qu'après le Congrès, avec une dynamique pendant 1 mois et demi, il y a eu des débats, il y a eu des échanges, on a occupé le terrain intellectuellement en mettant sur la table des propositions. Valérie Pécresse est arrivée première. Il est normal que les gens se disent, au fond, c'est une équipe de gens sérieux
d'expérience. Beaucoup d'élus locaux nous soutiennent, comme vous le savez. Donc c'est normal, je crois, qu'il y ait un petit effet positif. Donc je ne boude pas mon plaisir à ce titre-là, mais je sais aussi que l'élection, c'est une course de longue haleine, il y a 4 mois devant nous, plein de choses peuvent arriver. Et puis surtout, nous n'avons pas les candidats. Emmanuel Macron n'est pas sur le terrain, sur la ligne de départ. Il va falloir que tout le monde y soit. Donc, grande prudence, rester concentré, travailler beaucoup et continuer à expliquer aux Français que nous avons un projet d'alternative. Parce que c'est ça le sujet. Une de mes hypothèses, c'est que Emmanuel Macron a beaucoup bénéficié de l'absence de la droite et de l'absence de la gauche. Un peu par défaut, quelles que soient ses qualités, que je ne conteste pas. Mais c'est un homme qui s'est imposé aussi parce qu'autour de lui, il y avait eu le vide. Désormais, le vide se remplit avec une candidate qui a de l'expérience, qui a un projet, qui a travaillé, qui est sérieuse. Et donc là, pour lui, ça devient plus difficile. Alors vous vous êtes rangé immédiatement aux côtés de Valérie Pécresse en vue de la présidentielle, comme tous ses concurrents à la primaire d'ailleurs. Quelle sera la cohérence d'une équipe qui va aller d'Éric Ciotti, qui demande un Guantanamo à la française, qui veut réduire massivement le nombre de fonctionnaires, et jusqu'à vous, qui avez par exemple fait campagne sur l'importance de l'éducation pour la cohésion nationale ou sur la défense de l'hôpital? Alors plusieurs choses. D'abord, nous avions tous dit dès le premier débat que nous formerions une équipe à l'issue de la compétition. Donc le ralliement à celle qui a gagné, c'est dans la logique de cet engagement. Donc nous tenons nos engagements. Deuxièmement, il y a une ligne qui a gagné. Il y a une ligne qui a gagné, c'est celle de Valérie Pécresse. Donc la ligne sera celle de la candidate. Le projet, c'est celle de Valérie Pécresse. Maintenant, d'ailleurs, dans un des débats, ça avait été posé par un de vos confrères, il avait demandé à chacun des candidats que prendriez-vous chez vos concurrents. Donc, elle a expliqué durant ce débat que chez chacun de ses concurrents, il y avait des propositions qui lui allaient. Donc, ça va être un petit peu un travail d'équilibriste pour elle ? Non, je crois que c'est la colonne vertébrale, elle a son projet et elle va aller chercher chez les uns et les autres ce qui lui semble intéressant pour compléter les choses. Moi, par exemple, j'avais fait ces propositions de lutte contre les déserts médicaux et de rénovation, pour ne pas dire ressuscitation de l'hôpital public. Typiquement, je sais qu'elle va prendre un certain nombre de ces propositions. Donc, elle a la légitimité de la victoire. Et puis, les Français qui sympathisants de droite et adhérents de la droite ont dit que c'est son projet qu'elle voulait. Donc, moi, je suis pour la démocratie, donc je respecte cela. Et je serais très heureuse si elle va chercher quelques éléments chez les uns et les autres. Est-ce que vous aurez une place dans le dispositif de campagne ? Je ne sais pas, je verrai avec elle. En tout cas, elle nous a toujours dit à tous les 4 que nous formerions une équipe. Et évidemment, j'en suis persuadé. À cause de la pandémie, votre candidate et la direction des Républicains ont réduit le format du meeting qui aura lieu demain. Ça vous prive d'un événement fort pour lancer cette campagne. On a vu les images d'Éric Zemmour à Villepinte la semaine dernière. Ça, quelque chose qui donne une image d'unité, de rassemblement, de force. Une certaine image. Oui. Et aussi de violence. En tout cas, c'était un événement de lancement de campagne. Vous regrettez que ça ne puisse pas avoir lieu ou vous considérez que c'est une décision sage ? Les deux, c'est-à-dire qu'il est évident que nous préférons dans une campagne électorale qui est de la mobilisation, que les gens soient intégrés, le fameux empowerment anglais. Donc nous aurions préféré cela. Maintenant, nous sommes des gens sages. On a réduit les jauges, on va faire une réunion beaucoup plus modeste parce que on ne peut pas vouloir gouverner le pays et faire fi des situations tout à fait extraordinaires qui sont les situations d'épidémie. Donc nous avons bien fait de ne pas faire le grand meeting. Vous voyez, les Républicains, Valérie Pécresse, nous aspirons à gouverner la France et nous allons être responsables du premier cluster de France. Il n'en était pas question. Valérie Pécresse a pris une décision extrêmement légitime et responsable surtout. Donc il ne faut pas le regretter. De son côté, le gouvernement a annoncé en début de semaine un renforcement à minima des mesures sanitaires face à cette 5e vague de Covid. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait toujours pas. Par exemple, dans les écoles, moi je demande depuis le mois de janvier ou février ce qui se fait en Grande-Bretagne, enfin plus exactement en Angleterre. En Angleterre, par exemple, tous les enfants lycées, collégiens reçoivent chez eux 2 autotests par semaine, se testent, ils sont positifs, ils restent chez eux, ils sont négatifs, ils vont à l'école. Pourquoi on ne le fait pas en France ? Ça fait des mois qu'on nous dit qu'on va le faire, mais il faut maintenant le faire. Il y a toujours un décalage entre la parole publique et la réalisation. Là, on voit bien que la vaccination, il y a une question logistique, ça se dégrippe, mais mon Dieu, que cela prend du temps. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on aurait dû probablement accélérer. Je pense que les mesures sont toujours en retard. Puis j'ajoute un dernier point, il y a une question de transparence. Le Conseil scientifique publie des avis.
En réalité, ils donnent au gouvernement des avis. Mais ces avis ne sont pas rendus publics. Ils sont rendus publics avec délai oui, avec un délai. Mais qu'est-ce qui explique un tel délai? Moi, je ne comprends pas. Dans une société ouverte qui se veut transparente, eh bien, quand le Conseil scientifique éclaire le gouvernement, qu'il éclaire les Français. Le gouvernement est au service des Français. Le gouvernement n'est pas propriétaire de la France. Le gouvernement est là en gestion. Et donc, à partir du moment où il a des conseils donnés par le Conseil scientifique, Conseil scientifique, moi, j'estime que ces avis devraient être rendus publics immédiatement. Et vous voyez, c'est ce sujet de transparence, je crois, qui manque le plus, en fait, depuis maintenant presque 2 ans. La vaccination est désormais obligatoire en Grèce, elle va sans doute le devenir en Allemagne. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors on m'a posé 1000 fois la question et je fais chaque fois la même réponse. Je suis partagé. Pourquoi? Parce que je ne vois pas techniquement comment on peut faire. Imaginez que vous soyez tout à fait opposé au vaccin, je suis votre médecin traitant. Comment je fais? Je vous attache à votre siège. On met des amendes dans ces pays-là pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Oui, donc ça signifie que c'est une obligation qui ne remplit pas son rôle, puisque l'obligation, elle est là pour quoi? Elle est là pour faire en sorte que vous soyez vacciné. Moi, je pense qu'on aura du mal, et je crois d'une certaine manière, alors c'était peut-être un peu osé comme réflexion, mais le débat sur la vaccination obligatoire permet de cacher tout le reste et d'occuper la place publique et le débat. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des écoles. Dans ces cas-là, on ne parle pas des gens qui n'ont toujours pas la première et deuxième injection. On a quand même des gens qui n'ont toujours pas la première et deuxième injection. On ne parle pas des questions de logistique. On ne parle pas des questions... Pardon, vous voyez qu'il nous manque des vaccins Pfizer. Partout, maintenant, on explique qu'il faut se faire vacciner par du Moderna, alors qu'un certain nombre de Français souhaiteraient du Pfizer. Donc ça permet d'étouffer tous les autres débats. Ce débat sur la vaccination obligatoire, je pense que ce n'est pas aujourd'hui la priorité parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. Le jour où on aura 100% de gens vaccinés en première et deuxième dose. C'est une façon de les pousser. Mais on aura le débat sur la vaccination obligatoire de la 3e dose. Vous voyez, je trouve que c'est une manière de détourner le débat. Un dernier mot, on sait que vous êtes chef du service des urgences de Georges Pompidou à Paris. Quel est l'état de fatigue psychologique et physique des soignants à l'hôpital? Il est absolument immense, les gens ne s'en perçoivent pas. Ceux qui veulent avoir quelques chiffres peuvent aller lire, là pour le coup, le rapport du Conseil scientifique du 5 octobre, je crois, ou du 5 octobre, qui est publié, qui est public, et qui donne des chiffres sur l'état d'usure du personnel de santé. On a des chiffres à presque 1 personne sur 2 qui travaille en réanimation, qui est extrêmement fatiguée. On parle de burn-out chez 40% des soignants. On a une situation très grave qui ajoute, si vous voulez, au fait qu'on a moins de lits ouverts, enfin disponibles, parce qu'on a moins de personnel, et on est dans un cercle vicieux où plus les gens sont fatigués, plus ils s'en vont moyen de moyen, plus c'est difficile pour ceux qui restent, et l'hôpital public est dans une très grande souffrance. On en sort en formant beaucoup plus de monde, c'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, vous savez, la France... Ça va prendre du temps. Oui, mais quand vous regardez les statistiques, tout ça n'est pas lié simplement au système sanitaire. La France est un pays qui ne sait pas former les gens dont la nation a besoin. En matière sanitaire, infirmiers, médecins, mais dans des tas d'autres domaines, en particulier commerciaux et industriels, nous avons ce sujet absolument majeur. Et puis, la question de la rémunération des soignants est un sujet qui est clé. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un gap majeur, avec en particulier dans les régions métropolitaines où l'habitation coûte très cher, dépenses contraintes très élevées, on a des rémunérations qui sont beaucoup trop faibles. Merci beaucoup, Philippe Juvin.